je dirais que finalement, le rapport qu'on a au progrès, c'est quelque chose d'assez personnel. Et en ce qui me concerne, moi, je ne cesse de m'émerveiller d'être enfin assez vieille pour vivre au quotidien dans un roman de science-fiction. Alors, j'aime plutôt penser que c'est parce que l'histoire s'est considérablement accélérée et pas parce que je suis assez vieille. Mais comme vous l'aurez remarqué, on est entouré d'Elon Musk et Mark Zuckerberg qui débattent pour savoir si l'intelligence artificielle est dangereuse. On a une ministre des Armées qui se prononce contre les drones autonomes parce qu'elle ne veut pas créer de Terminator. On a des missions qu'on envoie sur Mars en vue de coloniser potentiellement. Les voitures se conduisent dans les rues presque déjà toutes seules, ça ne surprend plus personne. Et puis mon ami Laurent Alexandre nous explique que l'homme transgénique qui vivra plus de 1000 ans est déjà né et qu'on va le réparer à coup de réparation génétique et pièces détachées bioniques. Mais donc, face à tout ça, on peut se dire que c'est un rêve ou un cauchemar, que c'est finalement une utopie qui se réalise ou une dystopie, que c'est l'univers d'Orwell qui se matérialise ou de Jules Verne. Alors, moi, ma sensibilité, c'est plutôt de penser que c'est l'univers de Jules Verne et que c'est un bienfait et que c'est quelque chose de très positif. Oui, évidemment, le progrès inquiète et peut inquiéter et pose des questions qu'il faut adresser. Il y a des sujets de mutation de compétences, vous en parliez. Le véhicule électrique, c'est malheureusement beaucoup plus de fiabilité, c'est moins de pièces d'usure, c'est moins de nécessité d'entretien, donc moins de travail pour les garagistes. Mais en même temps, c'est tout un nouveau système électrique qu'il va falloir entretenir et aussi toute la problématique de la charge, notamment de la charge intelligente. Quand on regarde le progrès, c'est aussi une évolution des rythmes de travail, avec plus de tâches qu'on va pouvoir automatiser, moins de travail. Alors les gens de Singular University s'en félicitent en disant que ça laisse beaucoup de temps pour faire autre chose, mais c'est vraiment quand même repenser la société et les emplois moins qualifiés, vous le disiez, vont être peut-être même totalement menacés. C'est pas moins de travail, c'est plus d'emplois dans ce cas-là, grâce à l'automatisation totale ou à cause de l'automatisation totale. Un autre sujet, moi, que je trouve important, c'est la remise en cause de certaines autorités historiques. L'autorité des entreprises, des États, des banques centrales. Avec les technologies, on voit que s'abaissent les coûts de transaction entre individus et que finalement, de la coordination étroite n'est plus nécessaire, elle devient superflue à un certain niveau. Il y a moins de coûts de transaction et donc on peut laisser finalement les individus interagir. On peut ubériser, ça on le sait, de grands pans de l'économie, c'est d'ailleurs devenu un verbe dans le langage quotidien, mais on peut aussi tokeniser les transactions à coup de blockchain, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de notaires tiers de confiance, puisque finalement on dilue, on responsabilise, on distribue cette responsabilité, où on peut battre crypto-monnaie privée. Et en parallèle, le paradoxe, c'est que cette disparition d'autorité, elle a aussi érigé d'autres nouvelles autorités, dont certains s'émeuvent qu'elles ne sont pas forcément placées sous la surveillance et la gouvernance nécessaires. Alors, par exemple, on peut citer Google, qui façonne notre vision du monde, parce que finalement, Google, c'est le guichet quasi unique d'accès à Internet quand on recherche des informations, et il ne va pas présenter le même résultat de recherche à tous les individus pour la même question et la même requête posée. Ce qui évidemment crée un certain nombre de problèmes sur une distorsion potentielle de la manière dont on perçoit la réalité. Alors, le principe de précaution, on en avait beaucoup débattu dans le cadre de la commission Attali et dans le rapport auquel avait participé le président Macron et qu'on avait remis à l'époque à Nicolas Sarkozy, avait préconisé la suppression du principe de précaution dans la Constitution française, surtout par rapport au fait qu'il ne reposait pas sur un risque fondé sur une analyse scientifique, mais sur la perception d'un risque éventuel, ce qui intrinsèquement signifiait que toute innovation était inacceptable et que tout débat superstitieux fondé sur aucune réalité scientifique ou de données avait finalement droit d'être. J'avoue que j'appartiens à une école un peu plus favorable au progrès. J'ai fait le parti pris de Woody Allen, c'est-à-dire de m'intéresser beaucoup à l'avenir parce que j'ai prévu d'y passer le reste de ma vie. Et c'est pour ça, c'est dans cette perspective de progrès et de technologie et de science que j'ai absolument été passionnée par mes études d'ingénieur en France, mais aussi que j'ai passé une bonne partie de mes 15 premières années professionnelles aux États-Unis et une bonne partie des 15 années suivantes en Asie,
notamment en Chine, en Asie du Sud-Est, parce que finalement, c'est dans ces parties du monde qu'ont successivement émergé des grandes transformations, des grandes évolutions qui allaient nous impacter économiquement, socialement, qui avaient des fondements technologiques, que ce soit l'adoption de l'e-commerce, l'ubérisation, le télétravail, maintenant plus proche de nous, les réseaux sociaux, le paiement mobile dématérialisé, l'électromobilité. Et en fait, je pense que si toutes ces innovations finalement sont adoptées d'abord en Asie et aux États-Unis, c'est pas parce que les laboratoires de recherche ou les cerveaux les plus brillants sont aux États-Unis, en Amérique ou en Asie, mais plutôt parce que le système économique et social a une capacité plus grande à faire l'expérience de ces changements par rapport à la capacité qu'on peut observer en France ou en Europe. Finalement, il y a une espèce de posture collective face aux évolutions économiques et sociales, face à cette incertitude que la technologie engendre et les risques qu'elle porte, qui est plus optimiste, qui est plus entrepreneuriale, qui est plus proactive pour expérimenter. Je pense que ces évolutions sont complexes et systémiques, on vient de le dire, et donc l'Europe et la France, de par leur complexité historique et leur recul, ont la capacité à vraiment les articuler, à faire en sorte qu'on retienne l'innovation, à faire en sorte qu'on lui permette de germer économiquement, qu'on permette aux écosystèmes nécessaires de se constituer sur nos territoires pour leur donner un accès aux marchés mondiaux. Et nous, en fait, quand on regarde notre groupe, vous parliez des batteries. Effectivement, on est un acteur des batteries, mais pas uniquement. On est un acteur du net zéro émission, net zéro carbone, net zéro par les technologies industrielles et digitales. On a plusieurs activités et on a eu la particularité de les placer là où étaient les entreprises innovantes, un peu early adopters, là où étaient les meilleures compétences. Et c'est souvent un écosystème qui est soutenu par l'investissement public et par un cadre réglementaire favorable. Et quand on regarde où on s'est placé, effectivement, les villes intelligentes vont être à Singapour, les batteries historiquement au Japon, mais tout l'éolien est en Europe du Nord et ce qui est réseau intelligent et chargement intelligent du véhicule électrique, notamment une brique logicielle autour de ces sujets, se trouve à Paris. Et on pense que l'Europe a vraiment affirmé un leadership fort sur des sujets tels que les données et la vie privée, avec le RGDP auquel vous faisiez référence, avec un cadre réglementaire assez unique qui a été après suivi dans le monde par des cadres réglementaires assez similaires. Et de la même manière, l'Europe prend des positions actuellement extrêmement ambitieuses en termes d'adoption du renouvelable, en termes d'adoption de l'électromobilité, en termes d'objectifs et d'engagement pour réduire les émissions. Et donc l'Europe est vraiment en position, se met en posture de prendre un même leadership sur ces sujets de décarbonisation. Et ce leadership, il est industriel et technologique digital. Les deux, c'est aussi un peu notre raison d'être. Et c'est pourquoi nous, on pense que l'Europe, elle peut non seulement et pas seulement imiter et suivre les campus solaires tels qu'on peut les voir aux États-Unis pour des bâtiments tertiaires, pour des universités, des centres de recherche, mais vraiment inventer des nouveaux net zéro carbone industrie park, des nouvelles zones industrielles décarbonées, avec des usines qui vont produire de l'acier, du ciment, des engrais verts avec de l'hydrogène d'électrolyse. Et ça, c'est une très grande ambition, mais qui est aussi portée par des acteurs français, des entrepreneurs, des experts, des leaders d'opinion, qui sont engagés dans des initiatives comme HyDeal, comme Green Hydrogen Catapult, pour faire arriver cette ambition un peu folle du ciment vert ou de l'acier vert. On a vu des annonces récentes d'ArcelorMittal, et faire que l'Europe soit finalement vraiment le leader de ce type d'initiative et de ce type de transformation. Et en conclusion, pour ne pas perdre de vue les vrais enjeux, une électricité renouvelable comme on l'a aujourd'hui, à 2 centimes par kilowattheure, c'est virtuellement la capacité de fournir de l'énergie au monde entier et donc du développement au monde entier. On parle beaucoup d'entreprises à mission. Nous, notre entreprise à mission, c'est notre N-Vision, c'est la décarbonisation par les technologies industrielles et digitales, et finalement fournir de l'énergie au monde entier de manière renouvelable et verte, c'est vraiment une belle ambition technologique porteuse d'espoir.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. J'ai le plaisir de vous retrouver cet après-midi pour cette conférence organisée par le Cercle des économistes en partenariat avec France Info, mais aussi le groupe EBRA. Nous sommes diffusés sur les réseaux sociaux, les différents sites de Radio France et puis évidemment le site du Cercle des économistes. Vous pouvez poser dès à présent vos questions par écrit sur ce site et nous allons débattre cet après-midi de ce sujet ô combien essentiel d'une France qui est toujours dans la course technologique. Est-ce qu'avec la crise, il n'y a pas un risque de déclassement? Et cet après-midi, nous allons plus particulièrement nous intéresser à cette question de la maîtrise de l'impact social et culturel de la technologie, du progrès. On le voit, on le vit, alors que le progrès et l'innovation sont partout, dans le numérique, la 5G, on nous parle des vaccins, on parle d'intelligence artificielle, de robots, de nucléaire, et en même temps, il y a une défiance, un doute, des peurs qui augmentent ici et là, qui sont pas toujours maîtrisées, des impacts sociaux, culturels qui peuvent ralentir le progrès. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous exclure, séparer, donner lieu à des oppositions, creuser le lit des inégalités? Ce sont toutes ces questions que nous allons poser et tenter d'y répondre cet après-midi. Est-ce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'acceptation sociale du progrès, quel risque y a-t-il? Et alors pour démarrer cette table ronde, nous avons la chance d'accueillir un grand témoin que je ne présente pas, Jacques Attali. J'espère que vous êtes bien connecté. Voilà, bonjour Monsieur Attali, merci Bonjour. de nous rejoindre, de prendre un peu de votre temps pour le Cercle des économistes. Alors, vous êtes président de Positive Planet Foundation, qui regroupe deux ONG, Positive Planet France, qui aide des entrepreneurs, pas seulement de banlieue, mais qui n'ont pas toujours accès à tous les soutiens. Et puis Positive International, qui fait un peu la même chose à l'international. Et vous êtes également président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive. Alors peut-être démarrer par cette question. L'économie positive, c'est quoi et en quoi est-ce important de maîtriser les risques sociaux et culturels du progrès? L'économie positive, c'est l'économie qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Et par définition, le progrès technique, ça ne concerne que les générations futures, puisque par définition, le progrès, c'est quelque chose qui prendra sa place plus tard. Mais je voudrais d'abord poser les problèmes à deux niveaux par rapport aux questions que vous avez posées. La première, c'est que le progrès, ou ce qu'on appelle progrès technique ou l'innovation, c'est toujours, sans exception, une marche supplémentaire vers l'artificialisation du vivant. Toujours, ça consiste à réduire les efforts de l'homme et donc à l'artificialisation du vivant. Et il n'y a aucun progrès, ou presque, qui ne passe par cela, qui ne soit pas une façon d'aider l'homme à faire la même chose avec moins d'efforts grâce à quelque chose d'artificiel. Et donc, la France, puisqu'on parlait de cela tout à l'heure, a très longtemps été en retard. Elle a même raté pratiquement toutes les évolutions technologiques. On peut en faire la longue liste depuis le Moyen-Âge de ce qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'a pas fait. Parce que comme nous sommes une nation rurale, nous avons la plus grande résistance possible à l'artificialisation du vivant, pour des bonnes raisons liées à la défense de la nature, et pour des mauvaises raisons liées au conservatisme de la rente, liées aussi à la protection de la nature. Et donc c'est dans cet équilibre qu'il faut trouver l'essentiel. Et aujourd'hui, pour faire court, nous sommes en retard sur tous les grands enjeux, et en particulier dans les enjeux qui sont pour moi les grands enjeux de l'avenir, qui sont ceux que j'appelle de l'économie de la vie, c'est-à-dire des grands secteurs de demain. Les grands secteurs de demain, c'est quoi? C'est l'économie de la santé, c'est donc l'économie de la santé, c'est-à-dire l'industrie de la santé. On le voit tragiquement avec les vaccins, mais aussi avec beaucoup d'autres choses qui sont liées à la santé. C'est l'industrie de l'éducation. On le voit tragiquement avec l'impossibilité de faire des cours à distance sans utiliser des technologies qui sont loin d'être de création européenne. C'est l'hygiène, c'est l'agriculture biologique, c'est l'agriculture, c'est l'alimentation raisonnable, c'est l'élimination du sucre en passant de l'ensemble de notre alimentation, c'est l'industrie de la logistique, c'est l'industrie du digital, c'est l'industrie des secteurs d'avenir en matière de recherche qui sont la nanotechnologie, le biomimétisme, qui sont des éléments de l'artificialisation du vivant, mais qu'on peut utiliser dans un contexte extraordinairement positif, puisque tout progrès technique, encore une fois, c'est l'artificialisation du vivant. Et c'est tous les autres secteurs sur lesquels il y a d'énormes besoins de progrès technique, la démocratie, la culture,
la sécurité, la défense la lutte contre l'usage de l'énergie fossile, pas seulement l'énergie fossile, mais tous les moyens de transport utilisant l'énergie fossile. Il faut des avions, mais n'utilisant pas d'énergie fossile. Il faut des voitures, mais n'utilisant pas d'énergie fossile. C'est un immense projet qui est en cours et qui est malheureusement dans lequel la France est très en retard. Donc pour moi, le cœur de l'enjeu d'aujourd'hui... Monsieur Attali, comment rattraper ce retard? Ça suppose une Weltanschauung, une vision du monde, un projet et une mobilisation générale. Une vision du monde, c'est une économie de la vie au service d'une société positive. C'est-à-dire donner la priorité massive à ces secteurs que je viens de nommer, tant par la fiscalité, l'orientation de l'épargne, le comportement des consommateurs, le comportement des citoyens, le comportement des travailleurs, des banques et de l'ensemble de la société. L'économie de la vie représente moins de 50% du PIB aujourd'hui. Elle devrait représenter 80%. Et pour ça, il faut énormément de progrès techniques, énormément de réorientation de l'investissement. C'est l'affaire d'une génération. Si on ne le fait pas, on va tout perdre. Donc vous disiez la finance et puis vous disiez peut-être aussi une adhésion des citoyens. Comment on fait? Parce que là, ça touche, vous parliez tout à l'heure d'éducation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Weltanschauung. Il faut une vision du monde. Ça ne peut être qu'un projet politique. Le projet politique que je vois pour les 20 prochaines années, c'est de créer une économie de la vie au service d'une société positive. C'est-à-dire mettre l'accent sur tous ces secteurs au détriment des autres, investir plus dans la santé, dans l'éducation, dans la recherche, dans l'université, dans la technologie, dans l'hygiène, dans l'alimentation, dans l'agriculture propre, dans les énergies propres, etc., les secteurs dont je viens de parler, qui ne représentent que 50% du PIB, au détriment d'autres secteurs, les énergies fossiles, les transports utilisant les énergies fossiles, le textile, le plastique et tout un ensemble d'autres secteurs qui sont, à mon avis, à réduire au bénéfice des autres. Alors, on voit, l'idée, c'est de faire des choix. Est-ce que cette crise est justement une opportunité pour réorienter certaines de nos industries, ou en tout cas de nos secteurs économiques, vers l'économie de la vie? Ça devrait l'être, mais quand on voit que les laboratoires pharmaceutiques continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire pas ce qu'il faut en matière d'innovation parce qu'ils ont perdu la main, parce qu'ils n'ont pas le sens du risque, quand on voit que le principe de précaution est utilisé à tort et à travers d'une façon excessive pour ne rien faire, quand on voit qu'on continue à financer l'industrie automobile pour fabriquer de nouveaux modèles à l'énergie fossile, qu'on finance l'industrie aéronautique pour financer de nouveaux modèles à énergie fossile, quand on voit qu'il y a des milliers d'ingénieurs qui ne font pas ce qu'il faut parce qu'ils ne sont pas mis à contribution alors qu'ils ont des compétences extrêmes pour aller dans ces secteurs, j'ai des doutes. Tant qu'il n'y a pas une Est-ce que vous croyez que le plan de relance, par exemple, parce que le plan de relance est censé préparer l'avenir? Le plan de relance est très largement un plan de procrastination. C'est-à-dire un plan qui consiste à donner les moyens. C'est-à-dire un plan qui consiste à donner les moyens de continuer à embarquer des passagers clandestins dans une croissance fictive, aussi longtemps qu'on n'a pas donné des priorités, qu'on n'a pas fait des choix, c'est un plan de procrastination. Ah oui, vous êtes extrêmement dur et quelque part on sent un peu de pessimisme. Non, pas du tout. Je crois au contraire que l'économie de la vie est un projet formidable, très positif, que la France a tous les moyens, parce que dans les secteurs clés dont je viens de parler, la santé, l'éducation, le digital, l'agriculture, l'hygiène, l'alimentation saine, les énergies nouvelles, le logement renouvelable, tous ces secteurs, on a des potentialités, des compétences extraordinaires. On pourrait être le pays d'avant-garde de l'économie de la vie. Maintenant, il faut faire les choix. Alors, vous parlez de la France, mais on voit bien aussi que tous ces secteurs, on en parle au niveau de l'Europe. Est-ce que l'Europe, c'est un frein ou au contraire un accélérateur du progrès? C'est un extraordinaire accélérateur. Même s'il y a eu au départ des ratés scandaleux et qui devront être, le moment venu, jugés de façon précise sur les vaccins, il est absolument nécessaire de faire que l'économie de la vie soit un enjeu européen, que le plan de relance européen soit aussi ciblé que le formidable plan que le président américain a lancé, qui est à la fois plus important et beaucoup mieux ciblé que le plan européen. Mais tant qu'on aura fait un plan de saupoudrage général sans faire des choix, et c'est très difficile de faire des choix, parce qu'il y a des gens qu'on retient et des gens qu'on ne retient pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre au chômage ceux qu'on ne retient pas, il faut les former pour aller dans les nouveaux secteurs, en continuant à les rémunérer pour être formés, car
se former est une activité socialement utile méritant rémunération. À l'échelle européenne, on peut inventer. Nous avons la plus grande banque du monde publique, c'est la BEI. Elle a des moyens gigantesques. Elle doit se développer. Elle devient aujourd'hui une banque du climat. C'est bien le climat, mais c'est un des secteurs de l'économie de la vie. C'est pas tous. Je rêve que la BEI soit la banque non pas du climat, mais la banque de l'économie de la vie et qu'elle ne se contente pas d'éliminer les énergies fossiles, ce qui est la moindre des choses, mais qu'elle développe toutes les industries des secteurs dont je viens de parler. À vous entendre, on joue petit bras finalement. On a l'impression qu'on manque d'ambition. Est-ce que le politique simplement a les moyens de ça? Est-ce que derrière, ce ne sont pas aussi aux industriels, à l'économie, aux acteurs économiques de se mobiliser? Bien sûr, mais c'est à la puissance publique de le faire. C'est aux banques à qui on doit dire, aux fonds d'investissement, investissez dans l'économie de la vie. Aujourd'hui, on commence à avoir une première prise de conscience d'investir moins dans l'énergie fossile, très bien, à tenir compte un peu plus de l'ESG, c'est-à-dire du développement durable. Et l'Institut d'économie positive a développé des indices qui permettent de mesurer la durabilité et la positivité des investissements. Il faudrait, et nous avons commencé à le faire à l'Institut, à mesurer la positivité des compagnies d'assurance, par exemple, ou de certaines banques. Si les banques mesuraient tous leur indice de positivité et si les clients des banques, avant de déposer l'argent... Ah, je vous entends plus. Allô? Allô, allô? Allô? Je crois que la liaison... Excusez-nous, monsieur Attali. Allô? Allô, allô? 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 Vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Ah, là, c'est mieux. Parfait. Excusez-nous. Oui, vous disiez que les banques, il faudrait que les citoyens fassent pression, en fait. Je vous rappelle. Il faudrait que les... Excusez-nous, du coup, si vous êtes encore en ligne, c'est un petit souci technique, ça arrive. Hein, ce sont les aléas du direct, les aléas de ce genre d'événements que nous faisons à distance qui nécessitent des moyens techniques importants. On remercie d'ailleurs la régie et puis tous les acteurs du cercle des économistes. Et on a de nouveau Monsieur Attali, merci. Vous nous disiez finalement c'est un moyen et c'est aux citoyens aussi de faire pression. Tout à fait, les citoyens peuvent le faire comme électeurs, comme consommateurs, comme travailleurs, comme épargnants. Nous sommes multiformes, nous avons beaucoup de dimensions dans nos vies. Il faut voter pour des partis qui proposent de construire une société positive et de développer une économie de la vie dans une société positive. Il faut n'acheter que des produits de ces secteurs-là autant qu'on peut. Bien sûr, on ne peut pas du jour au lendemain se débarrasser de tout le reste. C'est une longue transition qui prendra 25 ou 30 ans. Il faut pousser le secteur financier par 1000 incitations à investir en priorité dans ces secteurs. On le voit comme consommateur, on le peut avec beaucoup de contrôle et de mécanismes, mais on n'a pas besoin de... Quand je vois des publicités aujourd'hui pour des marques qui annoncent fièrement 1000 nouvelles références de vêtements pour chaque semaine, c'est une folie. Ça devrait être illégal. On n'a pas besoin de ça, parce que qui dit 1000 références... Mais si je vous entends bien, ça n'est quand même pas une économie de la décroissance. Économie positive n'est pas forcément une économie de la décroissance. Je parle de société positive et d'économie de la vie, pas d'économie positive. Je préfère parler de société positive, c'est une conception beaucoup plus vaste. Là, c'est pas du tout de la décroissance. D'ailleurs, c'est pas la croissance qui pollue, c'est la production. Donc, ceux qui sont pour la croissance zéro devraient être pour la production zéro, ce qui n'a pas de sens. Donc, il faut une réorientation vers l'économie de la vie qui, accessoirement, entraînera sûrement de la croissance. Mais une croissance durable, économe en énergie et réorientant vers les secteurs dont on a cruellement besoin. Bah écoutez, merci beaucoup. On voit que le chantier est immense. On voit qu'il s'étale sur des décennies parce que vous nous parlez d'horizon à 20, 30 ans, de vision politique, de vision citoyenne et puis de vision économique, de nécessité de mobiliser. Et de là découlent toutes les innovations nécessaires. Il y a énormément, dans ces secteurs, il y a énormément d'innovations qui se font et je rêve qu'on ne finance que des start-up de l'économie de la vie.
Eh ben, écoutez, on va rêver avec vous. Merci infiniment d'avoir pris un petit peu de temps. Désolée pour ce petit aléa technique. Et puis maintenant, si vous voulez bien, merci beaucoup, Monsieur Attali. Place Merci de votre à la invitation. table ronde avec nos intervenantes, parce que c'est une table ronde aujourd'hui extrêmement féminine. D'ailleurs, je vais peut-être commencer avec vous. Nous avons Olivier Crouzet, vous êtes directeur de coordination pédagogique de l'école 42. Nous avons Emmanuel Auriol, qui est professeur à la Toulouse School of Economics. Inès Léonard-Duzic, conférencière à la tête de Digital for the Planet. Mélanie Marcel, fondatrice et présidente de Socience, et on la remercie parce que elle a remplacé au pied levé une intervenante qui était souffrante aujourd'hui, je crois. Et puis Marie Cohen-Scali, vous êtes directrice d'Emmaüs Connect, pardon. Merci beaucoup, merci à vous qui êtes derrière vos écrans, auditeurs, téléspectateurs qui suivez cette conférence, je le rappelle, sur tous les réseaux sociaux du Cercle des économistes. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs sur ce site, tous les intervenants seront ravis d'y répondre, mais aussi sur les différents sites de Radio France. Alors on parle progrès, modernité, technologie. Emmanuel Auriol, je vais peut-être commencer par me tourner vers vous. Donc, vous êtes professeur à la Toulouse School of Economics, membre du CAE et puis surtout membre du Cercle des économistes. Alors, justement, notre table ronde évoque l'impact social et culturel de ces mutations technologiques. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que la mayonnaise prenne, que cet impact social et culturel soit le plus, on parlait d'économie positif possible? Il me semble que la première chose qu'il faut, dans un monde tel que nous le connaissons, qui est en perpétuelle mutation technologique, le monde dans lequel je suis née n'a rien à voir avec le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour les Français en particulier? Ça veut dire qu'il faut être capable de s'adapter à ces changements. Et le seul moyen d'avoir cette capacité d'adaptation dans un monde qui se tertiarise, dans un monde qui devient plus digital, évidemment, c'est l'éducation. Et là, notre pays, je rejoins ce qu'a dit M. Attali avant, notre pays a un gros souci en matière d'éducation. Nous sommes parmi les derniers dans le classement PISA chaque année. Classement international. Oui, classement international qui évalue les compétences des enfants au primaire, donc on est très mal classé. On est les avant-derniers avec Teams, ça c'est en mathématiques. On s'imagine que la France est un grand pays pour l'enseignement des mathématiques. C'est absolument plus le cas, je ne sais pas si ça l'a jamais été. On a une élite qui est bonne en mathématiques, mais le français moyen, lui, échappe à ce bienfait. Et donc on a des jeunes qui chaque année sortent du système éducatif sans aucune qualification. Nous avons en France 1 million de ce qu'on appelle les NEET, donc ils ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en travail. C'est des jeunes qui sont en totale déshérence, et ça c'est un échec massif de notre système éducatif. Évidemment, ces gens-là, comment voulez-vous, sans aucune qualification, certaines sachant à peine lire, comment voulez-vous qu'ils s'adaptent dans un monde en perpétuelle mutation? Donc notre pays se prépare, à mon sens, de graves tensions sociales qu'on a déjà vu d'ailleurs affleurer, parce que effectivement c'est prévisible, c'est pas juste, donc ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui se retrouvent dans ces situations-là, singulièrement les garçons. Il faut voir que 60% des diplômés du supérieur, ce sont des femmes, donc les garçons issus de milieux modestes et de l'immigration s'en sortent très très mal, et donc évidemment ça crée un ressentiment et de la colère. Et justement, comment faire? Parce qu'une fois qu'on a posé ce débat, ce diagnostic, comment on peut résoudre ça? On voit l'éducation, c'est vaste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, il n'y a pas de recette miracle, mais quand même en quelques mots pour améliorer la situation. Justement, alors c'est amusant parce que, enfin, si on veut, c'est amusant tristement. On parle de technologie, et alors, on a des télévisions qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Quand vous cliquez sur votre télévision, elle vous propose des programmes que vous avez envie de voir. On a des réseaux sociaux qui nous fournissent de l'information en silo qui correspond à ce qu'on a envie d'entendre, d'ailleurs pas forcément à ce qu'on devrait entendre. Donc,
on voit bien que l'algorithmique, hein, c'est un moyen de connaître assez finement les goûts des gens, leurs compétences, leurs capacités. Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, l'éducation nationale n'ait pas saisi cet outil formidable pour traquer les progrès des enfants, de chaque enfant? On peut faire du sur-mesure grâce à l'outil informatique. C'est pas un individu qui va suivre chaque enfant, mais on peut suivre les progrès de chaque enfant et s'efforcer donc de détecter très tôt ceux qui sont en péril, d'autant plus, je le répète, que c'est massivement des petits garçons issus de milieux défavorisés. C'est quand même pas très très dur à prédire. Donc je pense qu'il faut que cette révolution technologique elle bénéficie à l'État, au fonctionnement de l'État, et en particulier donc en matière d'éducation. On voit la difficulté que c'est, ne serait-ce que de mettre en place des réseaux distanciels. Certains parents ont pu en faire l'essai ce matin sur les plateformes numériques qui n'ont pas toujours tenu le coup. Donc, on voit l'étendue, la hauteur de la marche pour ensuite adapter notre système. Je me tourne vers vous, Inès Léonarduzzi. Vous êtes conférencière, vous êtes auteur, vous avez écrit un livre qui s'appelle Réparer le futur. Vous êtes aussi chef d'entreprise puisque vous avez fondé il y a 4 ans maintenant, en 2017, une organisation Digital for the Planet qui est l'idée de justement promouvoir l'écologie numérique. Alors, comment on peut faire? Est-ce que vous aussi, d'abord, vous craignez, comme Emmanuel Auriol, un certain nombre de tensions à venir? En tout cas, je rejoins parfaitement le propos d'Emmanuel qui insiste sur l'importance de l'éducation. Une fois qu'on a dit ça, et je pense que ça fait très longtemps qu'on le répète, Emmanuel n'est pas la première et je pense qu'elle ne sera pas la dernière, hélas. Il faut comprendre où est-ce qu'on peut agir. Sur le plan technologique, pour essayer de répondre à la question comment est-ce qu'on reste dans la course, c'est surtout de comprendre qu'est-ce qu'on entend du progrès. Aujourd'hui, moi, c'est la question qui m'intéresse au quotidien et celle à laquelle j'essaie de répondre dans mon livre, mais aussi dans nos travaux. C'est qu'est-ce que le progrès? Par exemple, il y a 2 semaines à peu près, j'étais à Luxembourg et j'étais interviewée par un journaliste finance et qui me disait « N'avez-vous pas peur que les lois qui viennent protéger les libertés individuelles ne soient pas une entrave au progrès ?» Et j'étais assez surprise qu'il me pose cette question de cette manière parce que je lui ai dit « Mais en fait, c'est très intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait poser la question à l'inverse, de se demander à quel point le progrès ne vient pas entraver nos libertés individuelles ?» Donc aujourd'hui, c'est savoir comment est-ce qu'on a envie d'utiliser la technologie qui reste un outil, et un outil de la même façon qu'un marteau ou autre, on sait exactement pourquoi on l'utilise et à quel moment on doit l'utiliser. On ne se balade pas toute la journée avec un marteau. Et aujourd'hui, la technologie prend une telle part dans nos vies qu'on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on doit l'utiliser. Et surtout nous, mais également les plus jeunes générations. Donc il y a plusieurs choses à ce niveau-là. C'est d'abord savoir, nous, en tant que Français, mais aussi, puisque c'est le mot d'aujourd'hui, mais aussi sur le plan européen, parce que la France est aussi européenne, c'est quels sont nos grands chantiers. Moi, j'ai tendance à penser, je le répète depuis plusieurs années, mais je peine à me faire entendre, et je pense que les gens qui pensent la même chose, c'est la même chose. On a 3 chantiers prioritaires. Selon moi, c'est d'abord la e-santé. On a parmi les plus grands, on a les plus grands brevets. Absolument, et puis on a une expertise sans égale dans le monde entier sur toute l'histoire de l'humanité en Europe, et je pense qu'on peut capitaliser là-dessus sur le plan technologique et en faire un vrai pôle de compétition. Ensuite, le RGPD, la souveraineté citoyenne de la donnée, le revenu universel de la donnée. Je pense aujourd'hui, moi je travaille beaucoup sur ce projet-là, faire en sorte que les Françaises et Français, mais idéalement l'Europe aussi et le monde entier, soient non seulement souverains de sa propre donnée, mais également qu'il puisse capter une part de la richesse créée sur ce modèle d'affaires. Et en fait, on se rend compte avec les recherches et les travaux qui existent déjà que ce serait un sujet qui pourrait être acceptable en France parce qu'il s'inscrit bien dans la loi et française et européenne. Donc le RGPD, la souveraineté citoyenne de la donnée comme deuxième chantier. Et puis le troisième plan, c'est le numérique responsable qui a souci de l'environnement. Et parce qu'on sait qu'aujourd'hui on en a besoin. Donc la France c'est la pollution numérique. Vous voulez dire qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a une forte pollution numérique. En fait, demain on ne pourra pas continuer le rythme effréné sur le plan impact écologique, la manière dont on utilise le numérique. Donc il va falloir se révéler, aboutir sur des technologies bas carbone. Et je pense que la France et l'Europe peut se spécialiser, se positionner là-dessus.
Donc, est-ce que la France est toujours dans la course technologique? Ça dépend des choix qu'elle fait, ça dépend de comment on nomme les choses, ça dépend du progrès qu'on veut, et surtout à quel point on a une pensée long-termiste. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans le maintenant et tout de suite, inculqué par les GAFA, par les big tech, et c'est un énorme enjeu sur le fait sur savoir si on est toujours dans la course ou pas. Il va falloir qu'on se pose la question aux enjeux des prochaines générations, savoir quel genre d'ancêtre on a envie d'être. Alors justement, vous nous parlez des GAFA et en même temps vous nous dites bon, un marteau, ça reste un outil, on sait comment on l'utilise, mais pour un certain nombre de citoyens, on a le sentiment que ces GAFA finalement ils prennent possession sur nos vies, qu'on ne les maîtrise plus tellement ils ont grossi, tellement aujourd'hui ils sont devenus des pieuvres et qu'une part de la technologie nous échappe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le projet de souveraineté citoyenne de la donnée, ça n'est pas simplement faire en sorte que les hommes et les femmes qui utilisent Internet puissent comprendre comment leurs données sont utilisées, comment elles se diffusent et comment elles voyagent dans l'Internet. C'est Proudhon qui disait qu'il n'y avait pas plus forte révolution que la propriété. Et aujourd'hui, on parle vraiment de la propriété de soi. Donc en fait, cette souveraineté citoyenne de la donnée, non seulement elle va nous permettre accessoirement de pouvoir comprendre ce qui se passe avec notre vie privée, parce qu'aujourd'hui, les big tech ont privatisé notre vie, comme les semenciers, en oligopole qui fonctionnent de la même manière que les GAFA ont privatisé le vivant. Je fais ce parallèle dans mon bouquin. Au-delà de ça, ça va aussi nous permettre de justement enrayer cette tendance qui fait que le numérique nous échappe. En tout cas, c'est un vrai sujet. On y reviendra certainement dans le débat tout à l'heure. Mélanie Marcel, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes fondatrice, chef d'entreprise également de Socience. Socience, c'est une start-up spécialisée dans la recherche et l'innovation. Alors, peut-être en 2 mots, qu'est-ce que vous faites, Socience? Qu'est-ce que vous travaillez sur les impacts sociaux et environnementaux, mais très concrètement, ça consiste en quoi? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis la fondatrice de Socience, une entreprise sociale spécialisée sur la recherche et l'innovation responsable. Donc moi, je vais nous faire un petit saut en arrière par rapport aux technologies parce que nous, on travaille au niveau des laboratoires, donc tout ce qui se passe un petit peu avant la technologie. Et pour être un peu plus précise, nous, Socience, ce qui va nous intéresser, c'est la valorisation sociale et environnementale des travaux de recherche. Aujourd'hui, quand on a une recherche en laboratoire, en général, on essaye d'en faire une valorisation économique, c'est-à-dire qu'on a des résultats de recherche qui arrivent en labo et on aimerait en trouver des applications dans la vie réelle, ce qui donne lieu à des innovations, qui donne lieu à des nouvelles entreprises, des startups. On connaît assez bien le processus et la manière dont ce processus est mis en œuvre et ensuite évalué, c'est de dire voilà combien d'entreprises on a créées, combien d'emplois on a créés, combien de chiffres d'affaires on a généré, est-ce qu'on a déposé des brevets, et donc on est vraiment sur une mesure plutôt économique de cette question de la valorisation des cas de recherche. Tout à fait. Et en fait, ce qui est très intéressant là dans la manière dont la question est posée, c'est que si on veut se poser la question des impacts sociaux et environnementaux, et comme le disait très bien Inès, il y a plusieurs progrès. On peut avoir un progrès économique, on peut aussi avoir un progrès social. Tout ça, c'est des progrès qui sont différents. Si on veut se poser la question des impacts sociaux et environnementaux, en fait, il faut se poser la question de la valorisation des résultats de recherche d'un point de vue social et environnemental. Et donc, Socience, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des nouveaux dispositifs de valorisation qui prennent réellement en compte ces buts-là. Et donc, c'est le premier but. Et donc là, ça va vraiment... Changer de logiciel, en quelque sorte. Changer de logiciel, changer de dispositif, changer aussi de manière de faire. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est qu'on a parlé là du digital, on a parlé des innovations en agriculture, par exemple, avec les semenciers. Et en fait, on se rend compte que toutes ces innovations, quand on tombe en fait dans la critique de la technologie ou quand on tombe dans la critique du progrès en disant voilà elles sont mal mises en œuvre, c'est un outil qui est mal utilisé par exemple, c'est qu'il est déjà trop tard. On a oublié de se demander comment elles étaient produites, comment elles étaient mises en œuvre et qui les mettait en œuvre. Aujourd'hui, si dans 20 ou 30 ans, on ne veut pas faire les mêmes erreurs sur des questions de physique quantique, sur des questions de biotechnologie, qui sont des sujets qui sont aujourd'hui dans les laboratoires, il faut en fait
ouvrir les laboratoires à d'autres acteurs. Et ces acteurs, c'est des acteurs pour nous, chez Socience, qu'on met en avant, qui sont des entrepreneurs sociaux scientifiques, en fait des acteurs de l'économie de demain, qui sont portés notamment par des mouvements comme le mouvement Impact France, donc qui sont vraiment des acteurs économiques, mais qui citoyens. ont d'autres affaires. Ça peut aussi être des groupes de citoyens, absolument. Et aujourd'hui, il y a un vrai, vous parliez tout à l'heure de système, il y a un vrai changement de logiciel à faire qui est assez profond parce que, je vous donne un exemple très concret, on parlait du plan de relance il y a quelques minutes. Dans le plan de relance, il y a une partie du plan qui va aller dans ce qu'on appelle le PIA 4, donc c'est les plans d'investissement d'avenir qui financent assez lourdement un certain nombre de recherches et de technologies. Aujourd'hui, la manière dont ces plans d'investissement d'avenir sont implémentés, c'est qu'ils vont permettre d'offrir des bourses en fait ou une poche économique à des industriels classiques qui existent déjà ou à des laboratoires de recherche en partenariat avec ces industriels. Aujourd'hui, ce qu'il n'y a pas et ce qu'il manque, c'est des incentives pour qu'une nouvelle économie émerge grâce à l'aide de ce plan d'investissement d'avenir et donc par exemple des entrepreneurs sociaux scientifiques. Et donc, c'est vraiment. Vous voulez dire qu'il est trop classique, ce plan de relance? En tout cas, dans le fonctionnement, dans le système. Il ne se pose pas la question des conditions de production de la connaissance et de la technologie. Et si on change la production et que, par exemple, on met des groupes de citoyens dans cette nouvelle production, eh bien, on ne va pas produire les mêmes choses. Et ça, c'est bien documenté scientifiquement. On sait très bien que faire la recherche d'une manière différente nous fait changer de sujet, nous fait changer de question et nous amène à produire des technologies qui sont différentes. Et en fait, c'est vers là qu'il faut essayer d'aller. Alors, faire la recherche de manière différente, c'est aussi un peu ce que fait Olivier Crouzet, qui est directeur de coordination pédagogique de l'école 42. L'école 42, on en a beaucoup entendu parler. C'est l'école qui a été fondée par Xavier Niel, qui est ouverte à tous, sans condition de diplôme, avec un fonctionnement participatif. Justement, vous avez voulu, vous, être un peu hors cadre, et ça fonctionne. Oui, oui, tout à fait. Merci Fanny, bonjour à tous. 42, donc créé en 2013, cette initiative était justement pour pouvoir chercher à répondre à un certain nombre de problématiques qui étaient déjà rencontrées à cette époque-là en termes de course à la technologie, à savoir d'une part un besoin vital en matière de développeurs, puisque 42 est donc une école de code, une école qui va former des développeurs pour le marché, développeurs qui n'ont pas pour vocation un secteur unique, mais au contraire une utilité transversale au sein de tous les secteurs économiques aujourd'hui. Et donc il y avait d'une part ce besoin, et puis aussi un constat délicat à propos de notre système éducatif, qui n'arrivait pas à fournir ces développeurs, ou en tout cas avec les compétences qui étaient attendues, avec plusieurs expériences passées qui avaient amené à ce constat, mais aussi le constat que peut-être parfois des gens qui pouvaient être égarés du système éducatif avaient pourtant tous les talents qui étaient nécessaires pour pouvoir atteindre ce type d'emploi et ce type de carrière. Donc un des deux leitmotivs au moment de la création de 42, ça a été d'une part s'affranchir du background scolaire. N'importe quelle personne au-delà de 18 ans peut postuler à 42 et laisser finalement tout le processus de sélection qu'on a mis en place révéler si une personne est apte ou non à suivre ce type de parcours, avec évidemment notre formule notre modèle pédagogique atypique, et de l'autre côté se démarquer aussi, s'affranchir en tout cas du background social et financier avec une scolarité qui est complètement gratuite pour les étudiants. Donc j'ai envie de dire quelque part à l'entrée ça ratisse très large, mais tout au fil du processus de sélection, on va avoir des candidats qui vont pouvoir goûter finalement qu'est-ce que c'est que le numérique, soit se rendre compte que c'est pas quelque chose qui les intéresse, soit au contraire finalement se rendre compte que c'est peut-être une voie qui leur est accessible là où ils pensaient qu'il y avait peut-être des préjugés qui les auraient empêchés de postuler. Et ensuite, dans un deuxième temps, pour pouvoir éviter de retomber peut-être dans un certain nombre de travers, ou en tout cas de choses qui avaient bloqué des jeunes qui étaient en décrochage scolaire, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Emmanuel qui parlait tout à l'heure des NEET, une partie d'entre eux vont peut-être spontanément se retrouver plus à l'aise. Voilà, tout à fait. Ces jeunes sans emploi et sans formation, oui.
une partie d'entre eux vont peut-être se retrouver naturellement plus à l'aise sur un modèle pédagogique, une façon de travailler à l'intérieur du cursus qui va être très fortement différente de ce qu'ils ont pu vivre sur des formations classiques, en tout cas sur toute la partie collège, primaire, collège, lycée et même éventuellement universitaire. Notre modèle pédagogique fonctionne. Alors, c'est généralement la partie connue, c'est le côté sans cours, sans prof. Notre objectif est d'avoir une formation qui est très pratique, qui est très concrète, où les étudiants vont devoir réaliser eux-mêmes tout un tas de logiciels. Ils vont devoir programmer, ils vont finalement dompter la machine petit à petit. Ils vont comprendre cette technologie pour pouvoir leur permettre de réaliser ce qu'ils ont vraiment envie de faire avec un ordinateur. On va évidemment crescendo, c'est quelque chose qui va monter par palier. Qui va finalement apprendre à nos étudiants à aller chercher de l'information, la filtrer, la tester, vérifier si elle est vraie ou fausse, se tromper, recommencer, et surtout énormément collaborer avec les autres étudiants. C'est pour ça qu'on appelle ça du peer learning, avec deux objectifs. Un premier qui est développer des compétences technologiques, mais des compétences technologiques qui, comme vous le savez tous, aujourd'hui sont très rapidement obsolètes, vont évoluer et vont devenir dépassées très vite. Et donc de l'autre, c'est aussi développer un certain nombre de ce qu'on appelle les soft skills, des compétences plutôt relationnelles, sociales, organisationnelles pour les étudiants, afin d'avoir ce que j'appellerais une agilité intellectuelle. Et cette agilité, c'est ce qui va permettre, je l'espère pour mes étudiants, d'être capable de rebondir face à toutes ces évolutions futures des technologies, face à ce progrès qui est devant nous et qui va continuer à avancer de mon point de vue en tout cas. Et quelque part, c'est une façon d'être hors cadre, hors champ et de créer une seconde chance pour un certain nombre de jeunes qui peut-être n'avaient pas dans le cadre habituel scolaire trouvé leur place. C'est un peu ce que vous faites aussi, Marie-Cohen Scali. Vous êtes directrice d'Emmaüs Connect et vous, votre rôle, c'est de donner une seconde vie à des appareils numériques, mais aussi d'aider un certain nombre de citoyens, parfois en grande difficulté, à retrouver un chemin un peu plus facile, un peu moins difficile, un peu moins complexe. Oui, merci Fanny. Bonjour à tous. Emmaüs Connect, c'est effectivement une association du mouvement Emmaüs qui a été créée en 2013 pour venir en aide à des personnes qui sont en situation de précarité sociale et numérique. Alors, on a 3 missions pour y arriver. La première, c'est connecter. La deuxième, c'est équiper. Et la troisième, c'est accompagner. Équiper, parce que 12% des Français sont déconnectés parce qu'ils n'ont pas d'équipement Internet à leur domicile. Et ce taux augmente à 16% pour les ménages à faible revenu et à 34% pour les moins diplômés. Un smartphone, c'est encore un quart de RSA aujourd'hui et c'est pas accessible à tous. D'ailleurs, il y a 21% des Français qui n'en ont pas et 19% des Français qui n'ont pas d'ordinateur. Donc ça, c'est un vrai enjeu et comme vous l'avez dit, on travaille avec des grandes entreprises qui vont nous donner leur matériel, leur équipement numérique, donc smartphone, tablette, ordinateur, et on va donner une seconde vie à cet équipement en travaillant avec des structures d'insertion qui vont créer de l'emploi et en le distribuant ensuite à prix solidaire à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper autrement. Notre deuxième mission, c'est connecter, parce que des personnes qui sont non bancarisées, qui ont de très faibles revenus, qui ne sont pas domiciliées, ne peuvent pas avoir accès à des abonnements téléphoniques classiques. Donc, on leur fournit des recharges téléphoniques et Internet à prix solidaire en attendant que leur situation se stabilise et qu'elles puissent avoir accès à des services traditionnels. Et puis, accompagner, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Il y a 17% des Français qui sont en situation d'électronisme et 40% des Français qui sont pas à l'aise avec le numérique, donc qui ont manque d'une compétence numérique de base. Ça peut être rechercher une information, faire une démarche en particulier, etc. Il y a différentes formes d'éloignement face aux compétences numériques de base. Il y a des personnes qui en sont exclues, qui vont avoir du mal à rentrer dans un parcours d'apprentissage. Il y a des débutants ou des niveaux intermédiaires qui vont
eux, pouvoir être accompagnés dans la durée pour aller vers l'autonomie sur les compétences numériques de base. Et puis, il y a des personnes qui sont proches du numérique, comme les jeunes, qui savent l'utiliser pour des usages récréatifs, mais qui vont manquer de certaines compétences ou de codes administratifs ou professionnels pour l'utiliser dans leur parcours d'insertion professionnelle. Donc, Emmaüs Connect travaille sur ces 3 leviers avec 40 salariés en France et 500 bénévoles qui agissent dans 13 villes de France. C'est très important pour nous de travailler avec des bénévoles parce que l'humain est très important dans ce qu'on fait. Il y a un frein que je n'ai pas mentionné mais qui est primordial, c'est les freins psychologiques face au numérique, enfin la peur à l'égard d'Internet, la peur de pas y arriver, de pas être en capacité d'apprendre, etc. Et donc pour ça, il faut vraiment pour le lever ce frein, il faut vraiment mettre l'humain au cœur de l'accompagnement, s'intéresser au parcours de la personne, connaître ses leviers de motivation, ses freins, et lui proposer un parcours qui va être vraiment adapté à ses besoins. On voit hein, le chantier, les chantiers qui sont les vôtres. Et derrière, quand on vous entend tous, on voit bien que la question, c'est de faire une société inclusive quelque part, où on n'oublie ni les plus jeunes, ceux qui n'ont pas eu accès à la formation, ni ceux qui aujourd'hui sont peut-être plus en difficulté financière et en précarité. Quand même, il y a une question justement. Je vais vous la poser, Emmanuel Auriol. Peut-être comment on peut éviter que la technologie, eh bien, devienne quelque part la technologie, l'innovation, le progrès, l'ennemi de l'humain ou en tout cas de l'inclusion. Alors, comme ça a été rappelé, hein, la technologie, c'est un outil, mais celle dont on parle aujourd'hui, en particulier donc tout ce qui relève du digital, a des caractéristiques assez spéciales, en particulier par sa dimension multinationale. Hein. Donc, ceux qui offrent des services digitaux, les GAFA évidemment, hein, c'est les coupables permanents, mais il y a des raisons de s'inquiéter d'eux. Ce sont des multinationales qui, en plus, comme elles sont digitales, n'ont pas vraiment de frontières, à part l'endroit où elles mettent leur siège, et encore ça, elles optimisent et elles peuvent le bouger. Et vous voulez dire qu'elles n'ont pas de scrupules à exclure quelque part? C'est-à-dire, une entreprise, c'est là pour maximiser le profit. Voilà, c'est ça l'objet d'une entreprise. Hein. Alors, on essaye de leur faire inclure de la responsabilité sociale, etc. Mais de fait, une entreprise, elle a des actionnaires et elle doit leur rendre des comptes. Donc, c'est son travail. Donc, moi, en tant qu'économiste, je ne pense pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises entreprises. Il y a des entreprises qui ont les moyens de faire des distorsions de concurrence parce qu'elles sont grosses, et puis des entreprises petites qui aimeraient bien le faire mais qui ne peuvent pas, et de ce fait ne sont pas très inquiétantes. Par contre, les grosses, elles le sont. Alors, comment on fait concrètement pour contrôler ces multinationales? C'est très compliqué. Au niveau national, quand une entreprise a trop de pouvoir, on peut la nationaliser. Hein, c'est pas très voilà, paf, et comme ça, c'est le gouvernement qui décide. Au niveau international, vous pouvez absolument pas faire ça. Alors, l'Union européenne s'avère être un rempart, un des rares remparts sur la planète, puisqu'aux États-Unis, les autorités antitrust ont été érodées au cours du temps, et en particulier par l'administration de Trump. Mais en Europe, nous, on tient bon, et donc là, on peut espérer avoir, et d'ailleurs on le fait, imposer des régulations qui protégeraient les citoyens donc d'abus tout à fait envisageables de ces grosses entreprises. Je tiens à rappeler que la technologie n'a pas toujours été au service de l'humain, comme on l'a dit. Il semblerait qu'un bon vieux temps jadis et puis aujourd'hui, si on se souvient de la télé, par exemple, elle était sous la censure de l'État. En France, moi quand j'étais enfant, il y avait messieurs les censeurs, bonsoir. Bon, l'information n'était pas libre, elle ne servait pas à documenter réellement le débat, elle servait à soutenir le pouvoir. Donc, c'est pas vrai que ce problème-là émerge avec Internet, mais avec Internet, il prend des dimensions internationales. C'est ça qui est très spécifique, et de ce fait, c'est très compliqué d'imposer la régulation à une entreprise qui, elle, n'a pas de frontières, alors que la puissance de l'État s'arrête bien naturellement au niveau des frontières. D'où la nécessité d'instances internationales, en tout cas au niveau européen. Je voudrais terminer sur un tout petit point. On a évoqué
tout à l'heure, hein, et c'était très intéressant, j'ai trouvé l'école 42, donc la formation de talents au niveau de développeurs. Il s'avère que ces talents sont extrêmement rares sur la planète, il n'y en a pas assez, et évidemment, du coup, les salaires touchés par les mathématiciens, les informaticiens qui intègrent les big GAFA sont gigantesques. Donc, la force publique, en particulier les autorités de régulation, se trouvent face à un dilemme parce que les salaires, typiquement, dans ce genre de boulot, sont beaucoup plus bas, et donc ils n'arrivent pas à attirer les compétences nécessaires pour s'opposer, ou en tout cas comprendre les enjeux, etc. Donc là aussi, on voit, vous allez dire, je suis un peu obsessionnelle, mais on voit que le problème de la formation est un réel problème, là encore, dans ce combat inégal contre ces multinationales, dont je tiens à rappeler que certaines sont plus grosses que les États en termes de valeur ajoutée générée. On compare le PNB d'un pays assez gros et celui d'une des entreprises des Big GAFA, c'est le Big GAFA qui gagne. Donc il y a des vrais enjeux de politique de la concurrence. Les résoudre, c'est pas si simple quand c'est international. Donc on voit que pour maîtriser l'impact social culturel des technologies, il faut une forme de régulation, si je vous suis. C'est aussi ce que vous pensez, Inès Leonarduzzi, il faut une forme de régulation, en tout cas de changement de critères, d'imposition de certains critères à ces grosses sociétés, puisque c'est surtout d'elles dont on parle, pour éviter qu'il y ait trop d'exclusion ou qu'il y ait des choix qui ne soient pas des choix très positifs, environnementaux par exemple. La régulation, elle est souvent mal vue parce qu'on a l'impression que c'est intrusif, c'est de l'ingérence, on n'aime pas ça, c'est comme l'histoire des quotas avec les femmes et égalité femmes-hommes. Donc sur le papier, en fait, tout ce qui touche à la régulation est très impropre, mais dans l'aspect très pragmatique des choses et dans le concret, ça fait quand même des merveilles et ça sauve de certaines catastrophes. Au-delà de... si je continue avec cette logique qu'on est en train d'exposer, c'est-à-dire cette fameuse loi marshallienne qui dit qu'il fallait tout le temps faire plus de profit et encore du profit. Donc en fait, si on va par là, dans ce raisonnement, on dit qu'en fait une entreprise doit toujours maximiser ses profits quoi qu'il en coûte jusqu'à ce qu'on vienne lui taper sur les doigts. Et c'est là où moi, je me demande, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et donc finalement, on en revient à toute la systémie finalement économique au-delà du domaine numérique. C'est comment on peut modifier les méthodologies en fait, comment cette idée qu'il faille faire du profit toujours et toujours, elle puisse être orientée différemment. Moi, ce que je reproche un peu au monde économique, c'est ce côté très nietzschéen qui veut qu'un supplément d'âme soit suffisant en fait, venir verdir et rendre un peu plus social et plus noble les pratiques économiques actuelles. Et finalement, on vient mettre un peu de vert dans des carrés et des ronds. Mais en fait, si on prenait conscience que, la nature, ça n'a rien à voir avec des ronds et des carrés, en fait, elle est très rugueuse, très irrégulière, et c'est pareil pour les gens, en fait. On a développé des systèmes, une systémique qui fonctionne si tout le monde a des comportements prévisibles, mais si on n'a rien de prévisible et si on est tous différents. Et en fait, comment, en fait, on vient changer le moteur? Aujourd'hui, on s'occupe beaucoup, je trouve, de la conjoncture. C'est-à-dire la manière dont, les modes, en ce moment, il faut beaucoup parler d'écologie. Enfin, clairement, essayer de me trouver une entreprise qui n'ait pas de raison d'être ou qui ne soit pas responsable, ce serait très, très bizarre. Aujourd'hui, ça n'a plus rien d'exotique ni même de révolutionnaire. Par contre, au-delà de la conjoncture, c'est comment on vient aussi attaquer l'aspect systémique. Et c'est ça qui va peut-être être intéressant. Donc, au-delà de l'éducation qui est primordiale, et aujourd'hui, c'est un de nos gros chantiers chez Digital for the Planet, c'est surtout ce travail en collaboration avec les régulateurs, les pouvoirs publics, les entreprises, mais surtout se dire il faut vraiment qu'on change de monde, et pas juste en saupoudrant d'un peu de vert et d'un peu de social, mais en venant changer clairement le moteur. On ouvre le capot, on prend le moteur et on en met un autre. Justement, peut-être Mélanie Marcel, est-ce que vous pensez que la crise, ça va être, puisque c'est un peu aussi votre propos, de changer le système, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça peut être une chance aujourd'hui? Est-ce que vous voyez dans les laboratoires avec lesquels vous travaillez, les acteurs économiques, une prise de conscience ou en tout cas une envie? Parce que on voit, il y a de la régulation, mais ça suffit pas toujours. Est-ce qu'aujourd'hui la crise va fonctionner comme un accélérateur ou en tout cas une obligation de changer des comportements habituels?
Alors, une chose est sûre, c'est que nous, enfin, depuis le début de SoScience, et ça fait maintenant près de 10 ans, la situation a énormément changé. Il y a une dizaine d'années, quand on parlait de faire de la valorisation scientifique pour des impacts sociaux et environnementaux, très peu d'acteurs nous comprenaient. Il y a 5 ans, on a vu une vraie vague du côté des industries et du côté des entreprises, mais qui finalement ressemblait plus à une sorte de greenwashing ou comme le disait Inès à l'instant, une sorte de mode. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre de ne pas être une entreprise responsable. On le faisait Aujourd'hui, facialement, mais on n'y croyait pas vraiment, quoi. oui, ou alors on n'avait pas vraiment compris à quel point ça allait tout changer. C'est-à-dire que c'est facile de dire bon, on va essayer de réduire un peu notre impact carbone, on va faire telle et telle mesure, mais on refuse de changer nos produits. Ça n'a pas de sens. Et en fait, quand vous commencez à travailler sur les départements R&D, vous êtes obligé de changer les produits. C'est le cœur de votre entreprise que vous êtes en train de modifier. Et du coup, là, par contre, ce qui est en train de se passer avec cette crise, et on le voit notamment au mouvement Impact France, c'est qu'il y a une demande de plus en plus forte pour un peu de sérieux dans ces sujets. Notamment, par exemple, le mouvement Impact France propose maintenant ce qu'on appelle l'Impact Score, qui consiste pas seulement à faire des déclarations sur ce qu'on a envie de faire ou à quel point on est responsable et à quel point ce qu'on fait est écologique, mais qui consiste à vraiment se noter en fonction d'objectifs précis et à pouvoir suivre ça année après année pour essayer d'aller dans le bon sens. Donc, et en plus, ça peut aider sur la question des lois et de la régulation. Nous, ce qu'on a proposé, par exemple, c'est qu'une partie des fonds du PIA puisse être reversée à des entreprises qui travaillent, à des laboratoires et des entreprises qui travaillent avec des très bons impact scores. Et donc, on voit qu'avec de la mesure et des lois, on peut les faire fonctionner ensemble. Et ce qui est très important, je reviens juste une seconde sur la question des entreprises et du profit. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ce logiciel et aujourd'hui c'est possible. On a vraiment, au sein du mouvement Impact France, on le voit, on a des entreprises qui sont pérennes, donc elles sont rentables, elles ont un business model, un modèle économique qui fonctionne, mais leur premier but n'est pas de maximiser le profit. Leur premier but est de répondre à leur mission sociale. Moi, par exemple, je suis dans la première entreprise française au board mission. Donc, vous savez, maintenant, il y a les entreprises à mission. Ces entreprises à mission ont des comités de mission. Et je suis dans le comité de mission de la première entreprise française qui est une deep tech et qui est une entreprise à mission. Donc, son ambition, c'est de devenir une industrie pour demain. Et pourtant, tout en étant une entreprise à mission et tout en contrôlant et en potentiellement vraiment tenant ses bénéfices de façon limitée, si ça permet de répondre mieux à sa mission sociale. Et donc ça, ce sont des nouveaux modèles et c'est vers ça qu'il faut aller. Alors justement, ces nouveaux modèles, est-ce que vous avez le sentiment, Marie Cohen-Scally, je rappelle que vous êtes directrice d'Emmaüs Connect, que le monde est en train de changer, ou vous, de votre point de vue, ça n'est pas tout à fait le cas, et vous avez un certain nombre, en tout cas les entreprises ou les acteurs sociaux, même la société, laissent sur le chemin un certain nombre de personnes? Oui, tout à fait. Alors, l'inclusion numérique, la problématique est pas nouvelle, mais en 2019, on pouvait encore se débrouiller sans Internet. En 2020, c'est devenu impossible. C'est un outil incontournable. On est passé d'un phénomène grave à une urgence nationale qui creuse les inégalités et la fracture sociale. Donc, il y a deux choses. Il y a du court terme, où il y a quand même une urgence à agir à grande échelle, pour pas creuser cette fracture, pour pas qu'on se retrouve dans une société à deux vitesses où les gens peuvent s'informer, accéder aux services de téléconsultation médicale, parler à leurs proches, télétravailler, etc. et les autres, où il n'y a pas les enfants qui peuvent poursuivre leur scolarité et les autres. Et donc pour ça, il faut agir très concrètement maintenant et à grande échelle. Alors attention, on n'est pas du tout dans la diabolisation du numérique ou à dire il faut freiner le progrès. Mais quand on parle d'une administration 100% dématérialisée d'ici 2022, ça soulève quand même une question essentielle. Comment on peut demander aux personnes de passer par le numérique pour accéder aux services de l'État sans leur garantir l'accès?
sans en faire un droit quelque part, alors que c'est devenu vital. Donc il y a plusieurs moyens pour agir, et un des moyens est quand même de travailler effectivement avec les acteurs publics et privés pour penser les services, penser la dématérialisation et l'adapter dès le début à la prise en compte de ce phénomène d'éloignement face au numérique d'une bonne partie des usagers. Le fait de travailler avec les entreprises au jour le jour, et j'en profite pour lancer un appel à la mobilisation parce que la situation est très grave. Je reçois des appels de directeurs de collèges, de lycées, d'établissements scolaires tous les jours là depuis que la fermeture des écoles, depuis le reconfinement. Ils sont alarmés, ils perdent une bonne partie de leurs élèves qui vont pas pouvoir suivre cette scolarité à distance. Parce qu'ils n'ont pas d'équipement ou de connexion Internet. Donc j'appelle vraiment à la mobilisation des entreprises pour qu'elles donnent leur matériel usagé. Il y a plus de 2 millions d'équipements qui sont stockés dans des placards d'entreprises actuellement et qu'elles peuvent donner pour qu'on puisse leur offrir une seconde vie et équiper ces personnes-là. Mais travailler avec les entreprises... On a bien entendu votre appel, Marie-Cohen Scali. Je pense qu'un certain nombre d'auditeurs, de téléspectateurs, de gens qui nous suivent, je le rappelle, sur le site du Cercle des économistes, mais aussi sur France Info, les sites de Radio France ou du groupe EBRA l'entendront et vous répondront. Peut-être quand même des questions, on en reçoit beaucoup et on voit la dichotomie. On a Jean-François Limantour qui nous dit la France a de grands scientifiques, des mathématiciens, des médecins, et puis on est en retard dans de nombreux domaines. Et la vraie question, c'est comment remédier à cette situation médiocre. Olivier Crouzet, est-ce que c'est en faisant beaucoup plus d'école 42 comme vous le faites, ou en prenant modèle sur votre type de pédagogie, on pourrait combler ce retard? Je n'aurais pas cette prétention-là. Je pense que on a intérêt à avoir une forme de diversité effectivement pédagogique qui serait beaucoup plus importante et offrir davantage de voies éducatives pour des profils qui sont très différents. Pas uniquement avoir notre voie d'excellence, celle qu'on la connaît, mais construire d'autres formes de voies qui amènent vers une élite qui serait aussi un petit peu différente et de pouvoir proposer effectivement des modèles pédagogiques qui seraient similaires aux nôtres pour du business, pour du médical, pour de l'agronomie par exemple. Mon intuition personnelle, c'est que notre modèle pourrait être complètement dupliqué sur ces thématiques-là, mais il y a clairement aussi des gens pour qui c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Donc c'est, de mon point de vue, cette diversité pédagogique. Aujourd'hui, si on prend une classe d'âge, si on regarde combien de personnes arrivent à avoir le bac de façon facile, combien de personnes, au contraire, ont plus de difficultés à avoir le bac, combien de personnes n'arrivent même pas à ce niveau-là. Alors, on a réduit un petit peu les écarts, on a augmenté la proportion des gens qui avaient le bac dans les 10 dernières années. Si je remonte à 20 ans, je veux pas vous dire de bêtises, il me semblait qu'on était pratiquement à un tiers. Donc, ce qui veut dire qu'on a un système, de mon point de vue, qui n'était vraiment adapté, qui permettait d'avoir à l'aise uniquement un tiers d'une classe d'âge. Et donc, d'où l'intérêt pour moi d'avoir des voies différentes et que chacun puisse éventuellement se réaiguiller régulièrement selon son propre développement personnel, parce que peut-être qu'à l'âge de 6 ans, on sera plus à l'aise avec une méthode d'apprentissage, peut-être qu'à l'âge de 15 ans, on en préférera une autre, ainsi de suite. Et pour moi, cette souplesse et cette flexibilité éducative, qui aujourd'hui est de mon point de vue complètement faisable grâce à la technologie, il faut que l'éducation arrive aussi à faire sa révolution digitale quelque part, c'est pour moi un atout pour permettre davantage de personnes de trouver leur propre façon d'être excellent et du coup davantage leur place sur le marché du travail, leur place en société. On voit l'énorme défi, les attentes sur ce monde éducatif, en tout cas l'éducation nationale. Henri Ayoub, qui est l'université libanaise, nous pose cette question sur l'organisation entre recherche publique et privée. Est-ce qu'en France, comme la recherche est plus publique
que privé, dit-il. Est-ce que ça n'est pas un frein à notre innovation et est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce fait-là de déclassement? Emmanuel Auriol, je me tourne vers vous. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot en tant qu'économiste, membre du Cercle des économistes. Alors, j'ai pas les statistiques en tête, mais la recherche privée n'est pas nulle en France, loin de là. Hein, c'est pas le cas. Donc, évidemment, la recherche privée se fait plutôt dans des entreprises de grosse taille. Hein, il faut un minimum voilà, d'ampleur pour pouvoir avoir un département de recherche et développement. Il faut avoir des profits, même si ce terme apparemment ne plaît pas trop à nos charmantes invités. Et donc, on a un souci d'entreprise de taille intermédiaire. On n'en a pas beaucoup en France, donc ça, c'est vrai que c'est une source de problèmes. Mais quand même, les entreprises françaises font de la recherche et développement. Donc, la recherche privée, bien sûr, existe. Hein. C'est pas que la recherche publique qui est le problème. Le problème de la France, son élite est bien formée, mais la moyenne des Français ne le sont pas. C'est ça que j'essaie de dire au départ. Hein. Donc, et ça crée évidemment des problèmes Et beaucoup comment plus y grands. remédier? C'est donner plus de moyens à l'éducation nationale qui a Non, déjà alors absorbe un gros budget de l'État? non, pas du tout, parce que alors l'éducation nationale est très bien dotée quand on fait des comparaisons internationales. On a un rendu absolument minable, hein, euros investis, résultat. Donc je pense que c'est plus des réformes de fond qui sont très douloureuses. Hein. Par exemple, il y a plus de la moitié, enfin ou à peu près la moitié des enseignants qui ne sont pas devant les élèves. Bon, on parle beaucoup là de la fracture digitale, mais entre le premier confinement et le second, il y a des enseignants qui ne sont toujours pas équipés. Ils sont quand même éduqués. Leur mission, c'est l'enseignement. Bon, ils devraient faire quand même cours en Zoom, hein, un petit peu, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même des soucis vraiment de fonctionnement de l'éducation nationale. Je pense que le suivi individualisé des élèves, ça devrait faire partie vraiment des priorités de l'État. Il y a des élèves en danger et former, bien sûr, les enseignants voilà, à ces nouvelles technologies pour qu'ils soient capables de relever ces défis quand on a, par exemple, une épidémie. C'est quoi le risque? Le risque, c'est le scepticisme. On le voit par exemple, le risque la difficulté, de la confiance, du peu de confiance que les Français ont par exemple en termes de vaccins. Donc c'est de l'innovation. Où on parle de la 5G. Je crois aujourd'hui on est à Grenoble. Il y a encore eu des mobilisations la semaine dernière contre des antennes 5G. Le risque, c'est quoi? C'est que le citoyen ne soit pas embarqué dans le progrès? Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante parce que c'est la question de l'accès à l'information et de la hiérarchisation de ces informations. Donc les réseaux sociaux là jouent un rôle et donc je reviens sur mes dadas qui sont la régulation, hein, qui est un sujet très difficile. Mais les réseaux sociaux donc ont une façon de générer de l'information qui est en silo. Donc si vous avez des biais idéologiques ou des biais intellectuels, le réseau social oui, le réseau social, quand vous vous alimentez, et les jeunes par exemple, c'est un grand danger, ils ne regardent pas du tout les nouvelles à la télé, ils regardent que les nouvelles sur leurs réseaux sociaux. Enfin moi, mes enfants en tout cas font ça. Et donc ils n'ont pas une information, bon je parlais de la censure tout à l'heure, mais au moins qui est centralisée et vérifiée par des journalistes professionnels. Du Vous coup, voulez dire qu'ils écoutent pas Radio France, c'est pas bien. je suis désolée, mais je vais les punir très sévèrement. Je vais m'y mettre. Mais toujours est-il que ces jeunes-là reçoivent donc une information et tous les gens qui prennent leurs informations sur les réseaux sociaux, qui est en silo, donc qui n'est absolument pas filtrée, qui souvent est fausse. Et on a démontré, alors ça c'est pas nouveau non plus, ça date des cigarettiers. Ils avaient compris les cigarettiers que les premières études montraient que la cigarette crée un cancer du poumon, et donc ils ont compris que si on abreuvait les consommateurs d'informations contradictoires, ça allait les noyer. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont financé des tas de recherches pour montrer que l'essence, ça peut créer des cancers du poumon. Évidemment, si vous faites inhaler de l'essence pendant des heures à des rats, ils vont avoir un cancer du poumon, etc. Donc, ils ont financé plein d'études sur des polluants, des tas de trucs, et moyennant quoi, ils ont pu continuer à intoxiquer les humains pendant 40 ans, hein, sans problème, parce qu'on savait pas qu'est-ce qui était vrai ou pas. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, en tout cas quand on est économiste, une abondance d'informations, c'est pas forcément bien
pour créer une connaissance objective. Et je pense qu'il y a beaucoup dans les attitudes des Français de méconnaissance scientifique, mais c'est très difficile d'y voir clair. Par exemple, sur le vaccin, on n'a pas de recul. Donc évidemment, il y a des gens dont la parole devrait avoir plus de poids parce qu'ils sont spécialistes de ces questions, mais elles sont noyées dans un tas de bruit et c'est très 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 difficile d'y voir clair. Donc je pense que les biais individuels, renforcés par les réseaux sociaux, dans ce contexte-là, on l'a vu avec le tabac, ne font que créer du flou et donc de la peur et du manque de confiance. Alors, je vous parlais justement, vous parliez de ces informations et du bruit qui circule. J'en profite pour faire une petite mention sur France Info. Nous combattons les fake news et nous avons des cellules anti-fake news, le vrai du faux, toute une démarche qui nous paraît essentielle parce que on se dit que derrière ça peut attaquer quand même gravement la démocratie, les rumeurs, de laisser passer de fausses informations, de toutes les mettre sur le même plan. Justement, Inès Leonarduzzi, est-ce que c'est ce qu'il faut craindre au bout du bout, c'est-à-dire une société qui risque de s'opposer, de s'exclure, de ne plus aller, de ne plus faire cohésion? On sait que quand l'histoire des civilisations nous enseigne que quand les citoyens se sentent, ou en tout cas les êtres humains se sentent délaissés dans une cacophonie et une espèce de chaos civilisationnel, ils ont tendance à se désintégrer. Mais en fait, la nature n'aime pas le vide et je pense qu'il faut se rappeler de cette loi fondamentale. C'est-à-dire que si on ne légifère pas, si on n'est pas fondamentalement et foncièrement présent sur ces enjeux qui remettent quand même en cause la démocratie et le projet de société en commun, on risque de voir émerger des dérives beaucoup plus sérieuses qu'on ne le voit aujourd'hui et elles risquent aussi de devenir la norme. Aujourd'hui, on le voit déjà, je parle dans mon livre de la reprogrammation sociale, la manière dont l'uniformisation des goûts et des pensées, la polarisation des extrêmes, le rejet de l'autre, la haine en ligne, l'exacerbation de la violence en groupe, tout ça ne sont pas des feux qui partiraient d'un peu partout de manière indépendante, mais en fait se suivent et ont un très fort rapport de cause à effet. Donc oui, je ne sais pas si je serais très mal placée pour répondre à cette question, d'autant que je n'ai pas de pouvoir devin, mais je ne sais pas si demain on exclurait une partie anti-Internet et une qui resterait et accepterait les conditions actuelles. Ce que je sais aussi, c'est que quand on ne trouve pas de voie du milieu, les extrêmes se polarisent et ça, c'est quelque chose que nous démontre même notre actualité. D'accord. Donc on risquerait d'avoir quelque chose de très extrême et quelque chose des deux côtés. Donc on risquerait d'avoir des mouvements sociaux, on risquerait de ne pas embarquer un certain nombre de citoyens. C'est aussi votre point de vue, Mélanie Marcel? Alors, ce qui est intéressant sur cette notion de croyance et de biais et de comment finalement embarquer vers une vision commune, moi je crois assez peu, pour avoir été scientifique et pour avoir été finalement du côté de l'explication d'un certain nombre de résultats de recherche qu'on peut trouver en étant dans les labos. Je crois très peu à la communication scientifique et à l'éducation. Le problème, notamment des réseaux sociaux et des bulles, c'est que on reste en fait dans une information dans laquelle on croit déjà. Et c'est très difficile aujourd'hui d'en sortir. Et alors, en fait, vous n'arrivez justement, vous n'arrivez à convaincre par l'éducation que des gens déjà convaincus. Et moi, ma position et la position qu'on a chez SoScience, c'est de dire, c'est en participant à la création des résultats de recherche que vous allez vraiment pouvoir défendre un projet scientifique ou un projet de recherche. Et notamment, une fois que vous avez fait en fait une démonstration, une fois que vous avez fait partie d'un groupe de travail et que vous avez produit vous-même des résultats de recherche, là, l'approche sur la démarche scientifique, elle est très différente. Et en fait, on voit ça énormément dès qu'on fait en sorte que les citoyens participent à la création soit de la technologie, mais aussi des politiques publiques. Par exemple, c'est ce qui s'est fait avec la Convention citoyenne sur le climat. Et les avis se modifient sur les objets en question. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc moi, je pense que pour éviter une polarisation, il faut beaucoup plus
de participation et de prise en fait de pouvoir démocratique sur des sujets extrêmement importants et évidemment en lien avec les experts, avec les scientifiques et avec cet apprentissage de ce qu'est la méthode scientifique. Et ce qui est très intéressant là, c'est que par rapport à la question sur la recherche publique et recherche privée, c'est 65% de la recherche privée qui est aujourd'hui, c'est-à-dire du budget de la recherche totale, nationale, français, qui est aujourd'hui dépensé, fait par les entreprises. Donc 65%, on voit que c'est beaucoup, c'est plus de la moitié. Mais ce qui est intéressant, et ça a été dit, il ne faut pas juste se demander est-ce que c'est public ou privé, mais quel type de privé? C'est pas la même chose quand le privé, c'est un cigarettier qui a des intérêts à financer des recherches contradictoires sur un sujet précis. Une entreprise d'économie sociale et solidaire. J'imagine que c'est le sens de votre propos. Je me permets de vous interrompre parce qu'on va quand même prendre une question dans notre amphi virtuel. Est-ce que la régie peut me mettre en contact avec... allez-y, posez votre question, présentez-vous. Bonjour. Bonjour, merci d'être c'est une avec question nous. écrite en fait que je vais vous lire d'une personne qui me l'a envoyée, qui s'appelle Camille, qui vous demande si vous deviez citer une technologie qui va changer notre quotidien dans les prochaines années, laquelle ce serait? Alors, Merci. qui veut répondre? Olivier Crouzet, dites-nous. Une technologie, c'est quoi? C'est la 5G qui nous changerait? Qu'est-ce qui pourrait changer radicalement notre quotidien? Je pense qu'il y a déjà pas mal de rapports et de prévisionnistes qui ont bien identifié l'intelligence artificielle comme une technologie qui effectivement va déjà d'ici 5, 10 ou un petit peu plus remplacer la moitié des jobs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça peut être un vrai élément effectivement de progrès, dès lors que bien évidemment c'est utilisé de façon bienveillante, de façon éthique. On connaît déjà aujourd'hui, dès à présent, les biais qu'on pourrait avoir par rapport à de l'intelligence artificielle qui utilise des modèles de données basés sur des expériences précédentes qui elles-mêmes peuvent être complètement biaisées. Donc pour moi, c'est un des gros éléments qui va permettre, d'une part, va se disséminer vraiment dans de très nombreux secteurs et qui va permettre une avancée, une rapidité sur un certain nombre de tâches intellectuelles bien balisées pour faciliter la vie de l'être humain, à voir si effectivement, globalement, on va se diriger vers quelque chose qui va être fait à bon escient, de façon sociale, responsable, solidaire, etc. Merci beaucoup. Justement, à ce propos, Olivier Crouzet nous disait ça risque de détruire des emplois. Et Emmanuel Auriol, est-ce que c'est pas aussi un risque? Et puis, pour vous, c'est quoi la technologie qui va le plus changer nos vies? Alors, il faut bien voir, je sais que les gens s'alarment en France de la disparition, par exemple, des emplois dans l'industrie, mais les révolutions qui ont vraiment permis à l'humain de vivre plus vieux, d'aller plus longtemps à l'école, de travailler moins longtemps, de prendre une retraite, c'est des révolutions qui ont détruit beaucoup d'emplois. Hein. Je pense par exemple à la mécanisation en agriculture. Dans notre pays, il y a 150 ans, tout le monde était paysan. Bon, aujourd'hui, plus personne l'est, et on est une grande nation agricole. Donc moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que la technologie, parce qu'elle va entraîner des bouleversements dans ce qu'on va produire et comment on va le faire, est une mauvaise chose. Par contre, il faut que les gens, surtout quand c'est aussi rapide, si vous voulez, quand ça prend 200 ans, c'est pas très grave, parce que les générations s'adaptent. Oui, mais quand là, ça prend 20 ans, années, effectivement. Voilà, donc il faut faire des gens résilients. Donc je reviens. Et la résilience, c'est évidemment cette capacité à s'adapter. Ça veut dire qu'on est suffisamment armé intellectuellement pour le faire. C'est pas évident. Voilà, quand on fait partie des gens peu éduqués. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit. Moi, je suis d'accord sur l'intelligence artificielle et l'algorithmique, mais en même temps. Il faut bien voir que, donc pour moi, ça serait du sur-mesure. Alors en matière de santé, en matière d'éducation, en matière. Il n'y aurait pas une technologie qui nous changerait, c'est ce que vous voulez dire. Non, moi je pense que c'est plutôt de comment on va en bénéficier. Alors avec des tas de dangers bien sûr, mais on va quand même on en bénéficie d'ailleurs déjà, mais on va pouvoir avoir des expériences sur mesure dans des tas de domaines, avec tout ce que ça entraîne évidemment de dangers sur, par exemple, la privacy, l'idée
je sais pas comment on dit en français, qu'on respecte notre intimité, vous voyez, parce qu'évidemment, si on a voilà, nos libertés, surtout notre intimité, si on a le droit à une intimité numérique, bon, mais en même temps, ces outils-là permettent de faire du sur-mesure, hein, et donc on vivra plus vieux, on sera mieux éduqué. Par exemple, de soigner un cancer parce que on a des algorithmes qui aujourd'hui permettent de mieux détecter, alors qu'à l'œil nu, même les très bons radiologues n'arrivent pas à pointer, et c'est ce que vous voulez dire. Mais il y a la question derrière de la protection des données. J'entends bien votre propos. J'entends bien votre propos. Je vois que l'heure tourne. Peut-être une toute dernière question en Zoom. Alors là, nous n'avons plus de questions ici. Ah, je voyais qu'il y avait une autre personne qui se connectait. Écoutez, je crois que de toute façon, nous avons largement balayé. Je tiens à remercier nos intervenantes et notre intervenant, remercier Monsieur Attali. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On voit que c'est extrêmement large, hein, tous les sujets que ça pose. On termine donc sur cette note quand même optimiste que vous nous avez rappelé, Emmanuel Auriol, derrière toutes les difficultés que posent ces nouvelles technologies, parfois ces grandes entreprises, il y a quand même la notion de progrès, le fait de gagner des années de vie, le fait de gagner du temps pour nous, le fait d'avoir un certain nombre de bénéfices. Merci encore au Cercle des économistes, merci à France Info, Radio France. Vous continuez cet après-midi encore, on continue autour de cette question. La France est-elle toujours dans la course technologique? Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à ceux qui ont pu rendre possible ces échanges grâce à la technique. Ce n'est pas toujours simple. Merci beaucoup.